Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans ce podcast, je vous propose une review pas du tout visuelle, donc il n'y aura pas grand chose à voir. Si vous voulez des reviews visuelles, il faudra aller ailleurs, mesdames et messieurs. Ici, on va parler de The Walking Dead par Free League. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'en ce moment, ma marotte, mon piédestal, mon socle, c'est le jeu de rôle Shadow Dark RPG, qui me permet de faire grande campagne bac à sable, du donjon, etc. et qui, honnêtement, est vraiment une étape, hein, une clé de voûte dans ma vie de rôliste. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait une campagne aussi longue, que j'avais autant joué à un jeu. Je dois être une trentaine de parties en 6 mois sur le jeu. Enfin, en plus, maintenant, on doit commencer à approcher les 35 parties, un truc comme ça. J'ai plein de trucs à faire avec Shadow Dark. Je crée un univers. Je fais aussi des donjons créés par des créateurs sur Internet à côté. J'ai envie de continuer déjà la longue campagne bac à sable en cours. J'ai aussi envie d'expérimenter, de faire une campagne avec plein de tables aléatoires un peu moins préparées. J'ai envie d'expérimenter plein de trucs avec Shadow Dark. Mais depuis que j'ai commencé à Shadow Dark, voilà, je ne joue un peu plus qu'à ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est lancer une deuxième campagne à côté qui soit pas Shadow Dark. J'ai envie de varier un petit peu et je cherche l'élu de mon cœur. Et c'est peut-être The Walking Dead. Alors je ne veux pas me précipiter en conclusion, etc. Il y a d'autres jeux sur lesquels je garde un œil pour 2024 et je pense que je commencerai à jouer à The Walking Dead avec un petit one-shot, vous voyez, avant de voir si je veux m'y lancer en campagne, etc., etc. Mais honnêtement, après une première lecture et des tests en solo, je trouve que le jeu a l'air vraiment très très cool et donc on va en parler. Donc The Walking Dead, c'est un jeu de rôle qui est créé par Free League, Free League. Donc un studio éditeur, je sais pas trop les termes, qui a fait vraiment beaucoup de jeux de rôle ces dernières années qui ont bien marché. Je pense que leur premier jeu c'était Mutant Year Zero, puis il y a eu Symbaroum, Forbidden Lands, des jeux où à chaque fois l'univers déjà graphique, ils sont excellents pour ça. L'univers graphique est trop bien. Ensuite, souvent qui amène une fraîcheur mécanique, qu'ils ont leur système un peu Year Zero, ils ont plusieurs systèmes à leur actif, mais ils se concentrent surtout sur le système Year Zero qui est un peu leur et qui bidouille. À chaque jeu, il y a des petites variantes. Puis aussi en termes d'univers, quoi. Il y a Symbaroum, c'est un de mes univers préférés du point de vue visuel, des tropes, etc., etc. Donc, j'aime beaucoup Free League. Pour avoir essayé de jouer un petit peu à Forbidden Land sur 2-3 parties, Mutant Year Zero sur une seule partie, je crois. Symbaroum, j'ai dû faire 5, 6, 7 parties. À chaque fois, moi, le système... Alors, Symbaroum, c'est un peu une exception parce que c'est pas vraiment le Year Zero, le système. Mais à chaque fois, le système Year Zero, quand je l'ai testé sur leur premier jeu, Forbidden Lands, Mutant Year Zero, justement, moi, honnêtement, j'étais pas hyper convaincu. C'est pas mon truc. Il y avait un peu trop... Le côté ludique était un peu trop en avant. Vous voyez, moi, j'aime bien les systèmes de jeux de rôle quand ils sont un peu invisibles, faciles à bidouiller, etc. Alors, j'entends déjà des gens me dire, mais moi, j'adore ces systèmes et tout, et il n'y a aucun problème. C'est juste que moi, les premières itérations, j'aimais pas trop. J'avais préféré à partir du moment où j'ai joué à Alien. Dans Alien, je trouvais que ça commençait à être pas mal. Mais j'étais pas encore tout à fait convaincu. Et puis, finalement... Là où je commence à être convaincu, c'est sur les plus récents. Donc, il y a Alien. Il y a aussi Weissen, pour lequel j'avais fait une review que vous devez pouvoir retrouver sur la chaîne. Moi, j'irai pas la voir honnêtement parce que j'aime pas trop regarder dans le rétroviseur sur YouTube. En général, ça fait très mal. J'avais fait une vidéo sur Weissen que j'avais pas joué au final. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un des jeux auxquels j'ai envie de jouer maintenant. Et voilà, on est là pour parler de The Walking Dead. Tout ça pour dire que sur les derniers jeux, je commence à bien aimer la manière dont se présente ce Year Zero Engine. Je trouve qu'il est épuré, etc. Et dans The Walking Dead, c'est le cas. Donc ça, c'est une première chose. Après lecture et petit test, je trouve que ça fonctionne comme j'aime. Je vais pas dire que ça fonctionne mieux, bien, je sais pas quoi. Il y a des gens qui aiment les autres jeux de Free League. Moi, là, celui-là, je commence à me dire, ah ouais, ça, je pourrais avoir envie d'y jouer. Donc on reviendra sur le système. Mais je commence par ça parce que faut bien comprendre que la licence The Walking Dead, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas tellement. Moi, si je suis allé voir du côté du jeu, c'est parce que c'était du post-apo plus récent que Mutant Year Zero, et j'avais envie de voir comment ils géraient ça. Donc The Walking Dead, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de jouer dans l'univers apocalyptique de la licence The Walking Dead, c'est-à-dire de faire de la survie zombie. Il nous propose 2 modes de jeu. Il nous propose de jouer en mode, je sais même plus comment il l'appelle, cinématique. Il nous dit, ouais, survival mode, scénario ou campagne. Donc c'est un peu comme Alien. Alien, il nous proposait de faire Il y avait le mode cinématique où c'était beaucoup plus concentré, un petit peu plus rythmé, un petit peu plus linéaire, et où on allait avoir des secrets entre personnages, etc. Et c'était de la mini-campagne ou du scénar qui se joue sur, on va dire, de 1 à 5-6 séances.
de mémoire, qui était très très cool. Et à côté, Alien nous proposait aussi le Sandbox. Et moi, j'étais pas hyper convaincu par la grande campagne Sandbox sur Alien. Peut-être parce que c'était voilà, je voyais pas trop quoi jouer dedans, mais je trouvais que l'accent était moins mis là-dessus. The Walking Dead, j'ai l'impression qu'ils ont inversé la tendance. C'est-à-dire qu'on nous propose de jouer le mode survival, un peu plus esprit one-shot, etc. Et le mode bac à sable, mais c'est le mode bac à sable qui est à l'honneur dans le jeu, et ça me fait extrêmement plaisir, puisqu'en ce moment, sur Shadow Dark, moi, ce que je kiffe, c'est le bac à sable. Donc le fait que le jeu s'axe là-dessus, un peu comme Forbidden Lands, ou Mutant Year Zero, justement, ça m'intéresse davantage. Donc voilà, 2 modes de jeu. Ensuite, un truc à noter, c'est que dans le jeu, on parle très peu de l'univers de The Walking Dead, et bon, ça, pour les fans de la licence, j'imagine, ça va les saouler. Mais moi, honnêtement, je m'en fous, parce que je suis pas du tout attaché à la licence The Walking Dead. Je vois plus le jeu comme une boîte à outils, un truc pour jouer du zombie, du post-apocalyptique. Limite, s'il n'y a pas les références de The Walking Dead, si j'ai pas à comprendre l'univers The Walking Dead, ça m'arrange, en fait, moi. Donc, à ce niveau-là, je suis très content. Ce qui nous donne post-apo, alors que moi, j'ai envie de faire du post-apo. Un jeu avec des mécaniques qu'a priori, j'aime bien pour les avoir testés en solo. Il faut encore que je les teste en groupe, à distance, etc., avec un VTT, sur Allbeer, voir si ça tourne. Mais a priori, je suis plutôt chaud. Et un jeu qui, a priori, est bac à sable. Je dois dire que je suis assez conquis pour le moment. Faut que je fasse quelques tests avant de m'engager sur une méga campagne. Mais c'est un bon candidat par rapport à d'autres jeux auxquels je pense pour de la campagne. Maintenant, on va aller un petit peu dans le détail. Donc la première partie du bouquin, on vous présente grosso modo l'esprit du jeu. C'est-à-dire qu'on va jouer dans un monde moderne, un peu contemporain au nôtre, dans lequel les zombies arrivent, il y a une contagion, c'est le caca, et il faut essayer de survivre. Les zombies ne se concentrent que sur le fait de bouffer. Quand on meurt, même si on ne s'est pas fait tuer par un zombie, on devient un zombie. Donc c'est-à-dire que tout le monde est condamné à devenir un zombie à la fin de ses jours. Pour tuer les zombies, il faut leur tirer dans le cerveau. C'est le seul moyen de les achever définitivement. Et la moindre blessure causée par un zombie peut nous transformer en zombie rapidement, donc il faut qu'on nous ampute. Les zombies ont une assez mauvaise vue, mais ils ont un bon odorat et une bonne ouïe. Et au fur et à mesure, ils vont se décomposer, mais ils ne vont pas mourir. Ensuite, on nous dit que la place de la nature est vraiment devant, et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe dans le bac à sable. Moi, j'aime bien les campagnes un peu dans la wilderness. Et le post-apocalyptique, c'est très bien pour ça, parce que vu qu'il y a moins d'activité humaine, la nature reprend ses droits, donc ça, je kiffe que ce soit mis en avant. Et ensuite, on nous dit que c'est surtout un jeu, au-delà de cette survie dans ce monde dangereux, qui parle des gens, en fait, et de comment l'apocalypse va les changer. Pour survivre dans un monde où la civilisation ne nous assiste plus du tout, on va devoir se battre pour les ressources, on va devoir faire des sacrifices, et il faut bien choisir avec qui on veut rester, et ce qui compte pour nous, pour garder espoir et voir ce qu'on va faire de notre vie, en fait, dans un monde où tout le monde est zombied, et zombified. Donc ça, c'est un petit peu les trucs qui sont au cœur de notre histoire. Maintenant, niveau personnage, on a pas mal d'archétypes. Honnêtement, c'est assez riche, je trouve, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 archétypes, ce qui est pas mal. On va pouvoir jouer un criminel, le docteur, le fermier, le homemaker, donc le mec qui essaye de recréer un peu un abri, un truc comme ça, je sais pas trop comment... Le designer d'intérieur, peut-être, je sais pas trop. Le bâtisseur, je sais pas comment on traduit homemaker, le faiseur de maison. On peut jouer un enfant, c'est un archétype. Celui qui essaye, le law enforcer, donc le justicier peut-être. Le nobody, le outcast, donc le paria. Le politicien, the preacher, donc le prosélite, je sais pas trop, le mec qui essaye de créer une nouvelle foi, quoi, ou d'en préserver une ancienne. Le scientifique et le soldat. On va choisir parmi ces archétypes et notre création de personnage va aller très vite comme dans tous les systèmes Free League. C'est-à-dire qu'ensuite on va choisir un nom, on va choisir une issue. Donc une issue c'est une difficulté, un problème. Et le jeu est vachement basé là-dessus. D'ailleurs il n'y a pas que les personnages qui vont avoir des issues, il va y avoir notre abri, notre communauté qui va avoir des issues. Et en fait tout ça sert à ce que le MJ vienne puiser là-dedans pour créer des enjeux, etc. etc. Notre personnage va aussi avoir un drive, c'est-à-dire un grand truc qui le pousse à vivre, c'est son but, qu'il va pouvoir utiliser pour avoir un petit bonus une fois par séance. Et puis ensuite, on va répartir des points dans des attributs, des compétences. On va choisir un talent, on va prendre de l'équipement, on va définir nos relations avec les autres personnages, et on va choisir 2 ancres, c'est-à-dire un PNJ et un PJ, je crois, de mémoire, qui sont 2 personnages qui vont nous permettre de diminuer le stress quand on aura accumulé du stress, qui est une mécanique du jeu. Donc on choisit ces 2 ancres. Et enfin, on décrit notre haven, donc notre abri, notre havre de paix, quoi, notre refuge. Voilà, notre refuge, ça me semble être la bonne traduction. Et on commence à jouer. Donc il y a une paire de petites étapes, vous voyez.
mais ça va très vite, notamment grâce aux archétypes qui nous simplifient le truc. En fait, on pourrait se passer des archétypes, vous voyez, on pourrait créer notre personnage, le custom comme on veut, je pense. Honnêtement, ça casserait pas le jeu. Les archétypes, ça permet de fluidifier, c'est un petit peu de mettre de l'huile dans le moteur de la création de personnages. Sachant aussi que ces choix ne sont pas définitifs, c'est-à-dire que notre problème, notre issue, le truc qui nous fait vivre là, notre drive, nos encres, etc., elles vont pouvoir changer pendant la campagne. Donc c'est pas primordial de s'arrêter pendant 1 heure pour réfléchir à ça. Donc voilà un peu pour la création de perso. Ensuite, pour ce qui est des règles, c'est du free league, donc c'est-à-dire qu'on jette des petites brouettes de D6, et quand on a des 6, c'est des succès. La plupart de nos actions nous demandent un seul succès. Certaines actions, le MJ va pouvoir demander plus de succès, donc il va nous falloir plusieurs 6 pour réussir. Et puis toutes réussites excédentaires qui vont au-delà des réussites nécessaires pour parvenir à réaliser cette action, vont nous permettre d'avoir une réussite améliorée. Par exemple, si on attaque, on fera plus de dégâts. Si on fabrique un truc qui sera peut-être un peu plus solide, etc., etc. Et puis si on n'a pas de succès, ou qu'on n'en a pas assez parce qu'on a mis une difficulté un peu plus élevée qui nécessitait plusieurs succès, bah là c'est l'échec, tout simplement. Ça peut être une réussite avec complications, etc. Il nous donne ces petits conseils là. Mais voilà, c'est ça globalement. Ça reste un système réussite améliorée, échec. Et comme dans tous les jeux Free League, on peut aussi pousser notre jet de dés. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va rejeter tous nos dés qui n'ont pas fait un 6. Par contre, en échange, on va se prendre un point de stress. Et ce point de stress, il va se matérialiser par l'ajout d'un dé à notre pool de dés, qu'il faudra prendre d'une couleur différente pour bien se souvenir que c'est un dé de stress, qui augmente donc nos chances de réussite. Mais par contre, si à n'importe quel moment, durant un de nos jets de dés, il y a un de nos dés de stress qui fait un 1, il va y avoir une complication. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, dans d'autres jeux Free League, ça avait des effets un peu plus précis. Par exemple, dans les Forbidden Lands, etc., ça nous faisait un dégât sur notre fiche de personnage, de faire un 1 sur les jets de stress, il me semble. Hein. Je dis ça un peu de mémoire. Ceux qui jouaient activement à ces jeux pourront peut-être me détromper, mais je fais ça de mémoire. Ou par exemple, dans Alien, ça a provoqué une sorte de réaction. On pétait un câble, hein, il me semble. Je me souviens plus exactement non plus, mais c'était plus mécanisé. C'était moins narratif. Souvent, il fallait tirer sur une table, ou alors ça avait un impact directement sur notre fiche de personnage. Et je trouvais que, par exemple, dans Alien, vous voyez, le fait qu'on fasse un 1 sur un dé de stress de mémoire, ça nous faisait genre fuir, lâcher notre arme, un truc comme ça, tirer aléatoirement. Je trouvais que c'était pas toujours très juste. Ça manquait un peu de souplesse, finalement. Alors bien sûr, on pouvait adapter à sa sauce, etc. Hein. Je dis pas que ça rend tout le jeu caduque, mais je l'avais pas bien ressenti, moi, dans les parties que je faisais. Là, je préfère parce qu'en fait, c'est assez libre. On nous dit juste, à partir du moment où on fait un 1 sur un node de stress, le MJ va introduire une complication. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et vous l'aurez compris, plus je repousse mes jets de dés, plus je vais avoir de stress, plus je vais avoir de dés de stress. Mon personnage a de plus en plus de chances de réussir, mais il a de plus en plus de chances d'avoir des complications, et ça va créer une sorte de cercle vicieux jusqu'à ce que j'arrive à réduire mon stress. Donc voilà grosso modo pour le système. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le système ? Il y a bien sûr, pour savoir combien de dés on lance, on va compter nos attributs. Par exemple, j'ai 3 en force, ça me fait 3 dés. J'ai 2 en combat au corps à corps, ça me rajoute 2 dés, je suis à 5 dés. Et à ça, je vais ajouter mes dés de stress. Donc c'est attributs, compétences, stress, qui s'accumulent toujours en ajoutant des dés, ou en réduisant mon nombre de dés. Il n'y a pas de bonus, genre j'ai plus 1, j'ai plus machin. C'est quand j'ai plus 2 à une action, en fait, ça m'ajoute 2 dés. Voilà, vous avez la mécanique. Ça, je trouve que ça marche très très bien. C'est un peu moins compliqué, le mot est fort. Hein. C'est un peu plus souple, un peu plus narratif que dans certains autres jeux Free League. Ça me plaît beaucoup. Un truc qui me plaît beaucoup aussi, c'est le fait qu'ils aient fait le choix de faire qu'on a tous autant de points de vie. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux Free League où en fait, quand on prenait des dégâts, ça s'appliquait à nos attributs. C'est-à-dire que si je prenais des dégâts de force, je sais pas quoi, au lieu de perdre des points de vie, je perdais des dés en force, par exemple. Ou je pouvais perdre des dés en agilité, des dés en machin. Ça, c'était plutôt sur Forbidden Lands, de mémoire. Moi, j'aimais pas ça. Ça faisait qu'on avait 4 barres de vie. Ça augmente la complexité. Ce que j'aime bien, là, dans The Walking Dead, c'est que tous les persos, ils peuvent prendre jusqu'à 3 blessures avant d'être par terre, quoi. Ils sont tous égaux face aux dégâts physiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre mécaniquement ? Je parle vraiment en truc de base en termes de personnage. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la base. Donc tout ça, moi, ça me plaît bien. Je sais que je vais pouvoir inventer des talents. Je sais que je vais pouvoir facilement arbitrer, vu que c'est simple. Et j'ai quand même de la matière. Il y a pas mal d'exemples dans le bouquin et tout. Donc je pars pas de rien non plus. C'est pas non plus un jeu minimaliste. Ça me semble être une très bonne base. Pour ce qui est des combats, il y a 3 types de combats. Il y a les duels, les brawls et affronter les morts vivants.
Ça aussi, je trouve que c'est hyper efficace. En gros, les duels, c'est un peu comme dans Brigandine. Dans Brigandine, quand je me bats contre un mec, c'est pas il jette les dés, on voit s'il fait des dégâts, est-ce qu'il me touche, nanana. C'est de la passe d'armes. Donc, c'est-à-dire, on se tire mutuellement dessus, on se bat au corps à corps. Bon, on va utiliser la règle de duel, c'est une sorte de mini-combat, vous voyez. Donc là, ça va être un jet opposé, et celui qui a le meilleur jet de dés, en gros, il inflige des dégâts à l'autre. Sur des égalités, etc., on peut s'infliger mutuellement des dégâts. Et donc, ça va très très vite, on gère un peu par passe d'armes. Donc ça, je trouve que c'est très efficace, hein, ça tient genre sur une page... 2. Ça permet que les combats rapides le soient vraiment. Les brawls, c'est le moment où ça devient un peu plus tactique. Et je trouve que c'est pas mal géré non plus. Et je suis un peu étonné de dire ça, parce que c'est un système en phase. C'est-à-dire que c'est pas... c'est round par round, mais c'est surtout phase par phase. C'est-à-dire que on commence par faire la phase de se mettre à couvert, puis la phase de tir, puis la phase de combat au corps à corps, puis la phase de déplacement, puis la phase de premier soin, puis, en dernier, toutes les autres actions. Donc ça fait très wargame d'une certaine manière, mais je trouve que c'est hyper efficace parce que déjà, on n'a pas beaucoup de points de vie, donc ça veut dire normalement on va pas jouer 1000 rounds, et surtout, ce que je trouve très efficace, c'est chaque personnage ne fait qu'une seule action, c'est-à-dire que je peux pas me déplacer et attaquer, je peux pas attaquer à distance et me mettre à couvert, je peux pas porter des premiers soins et ouvrir une porte, c'est vraiment je fais une action, et le mouvement en est une, donc ça je trouve que c'est vraiment cool, parce que ça veut dire qu'en gros, le combat ça va aller très très vite, quoi. C'est-à-dire ça commence, je dis, qui veut se mettre à couvert? Personne? Ok, next. Tous ceux qui veulent tirer, on fait les tirs. Tout le monde a tiré, combat au corps à corps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des actions qui veulent faire une attaque au corps à corps? Next. Et en fait, comme on a une seule action, je pense que ça va être toujours aussi fluide, en fait. Sachant qu'en plus, il n'y a pas vraiment d'initiative, hein. Je crois que c'est les PNJ agissent en premier. Par exemple, on est à la phase se mettre à couvert. Les PNJ se mettent à couvert, puis c'est les PJ. Le tir, les PNJ tirent, puis c'est les PJ, etc., etc., etc. Donc ça me semble pas mal. Bon, ça, je vous avoue, je l'ai pas testé en solo, j'ai pas vraiment eu besoin d'utiliser ces règles-là. Donc ça, j'ai pas encore de retour d'expérience dessus. Mais je trouve que ça a l'air cool, ça a l'air de mettre de la tactique quand même. Parce que si par exemple, vous voyez que au premier tour, tous les ennemis se mettent à couvert, vous savez qu'ils vont pas tirer. Parce qu'ils auront utilisé leur action pour se mettre à couvert. Donc ça veut dire que vous pouvez bouger potentiellement. Ou faire des trucs qui sont pas de l'ordre de combattre. Vous pouvez un peu voir en fait en fonction des phases du round qui a agi, qu'est-ce que je vais faire. Et puis parfois, si vous décidez vous allez devoir prendre la décision, par exemple, de ne pas tirer, pour vous dire, il faut que je puisse agir au moment des premiers soins, plus tard, si quelqu'un est blessé. Donc si par exemple, je vois que tous les ennemis se mettent à couvert, je sais que mon groupe va pas prendre de dégâts, donc je sais que si je suis le médecin du groupe, c'est peut-être le moment pour moi de tenter quand même un tir, parce qu'au round suivant, les ennemis vont peut-être tirer, et là, il vaudra mieux que je garde mon action, peut-être, pour les premiers soins. Donc je trouve que ça a l'air pas mal, sans être super compliqué. Faudra tester, mais je pense que ça va être cool. Il y a le troisième type de combat, qui est le combat contre les morts vivants, qui là m'a semblé un peu brouillon au début à la lecture, parce qu'il y a plusieurs termes qui se mélangent. Je vais pas vous faire le détail à l'oral, ça va être difficile à suivre. Mais après l'avoir testé, ça s'est clarifié. Si je vous la fais très simple, grosso modo, les zombies, ils n'ont pas de fiche de PNJ spécifique, de stats spécifiques. On les considère presque comme un danger environnemental. Et donc, ils ont... en gros, il y a juste la taille de la horde et le niveau de danger. Le niveau de danger, c'est à quel point la horde est active, cherche activement à nous poursuivre, elle est proche de nous, etc. C'est une mesure de ça. C'est à quel point les zombies nous mettent la pression. Tandis que la taille de la horde, c'est leur taille. La taille, tout simplement. C'est-à-dire que je pourrais avoir une pression, un niveau de danger qui est à 6, c'est-à-dire le zombie, il est littéralement sur moi en train d'ouvrir ma fermeture éclair de mon kawaii pour venir me croquer en plein cœur, vous voyez. Par contre, la taille de la horde, c'est 1, donc en fait, il y a 2-3 zombies. Alors qu'à l'inverse, il pourrait y avoir une taille de horde 6, ce qui veut dire que je suis entouré par peut-être 500 000 individus, mais pour l'instant, le niveau de danger est de 0 ou de 1, et ça veut dire qu'ils sont un peu inactifs, ils me cherchent pas particulièrement. Donc ça, c'est deux trucs avec lesquels on va jongler. Et là où ça se complique, c'est qu'en fait, passer un certain stade, c'est-à-dire quand le niveau de danger est de 3, ça veut dire que les zombies, là, ils commencent vraiment à me chercher, ils sont pas si proches de moi, mais ils cherchent à me trouver, etc. Et donc là, j'additionne le niveau de danger qui est de 3 ou plus, du coup, avec la taille de la horde, et ça crée un niveau de horde. C'est là que c'est un peu bizarre en termes de termes et qu'au début j'étais un peu paumé, surtout que le jeu pour l'instant est en anglais. Et en fait, ce niveau de horde, c'est une sorte de difficulté pour toutes les actions qui vont consister à affronter la horde, etc., etc. Donc c'est une petite subtilité, mais je trouve que ça a l'air pas mal. Je pense que ça demande du temps pour s'y habituer. Moi, j'ai fait un test en solo, je me suis un peu gratté la tête au début, mais au fil d'une campagne, je pense ça devient un réflexe. C'est comme toute mécanique, on finit par l'apprendre. Et ça me semble pas trop déconnant. Pour moi qui aime bien justement avoir pas trop de sous-système, je trouve que celui-là a l'air pas mal.
Surtout que je pense qu'il peut s'appliquer à n'importe quoi d'autre que des zombies pour créer des sortes de dangers où en fait on se bat globalement, mais pas pour éliminer tout le danger, vous voyez. On essaie plus de survivre, de s'en sortir et tout. Donc si dans n'importe quelle autre situation, en fait, je voulais jouer à un jeu où il y a une armée d'orques, je sais pas quoi, il y a des gobelins de la Moria qui sont là, et en fait mon but c'est pas de tuer tous les gobelins, vous voyez, c'est de quitter les mines de la Moria. J'utiliserais peut-être cette mécanique si j'étais dans du Year Zero Engine, en fait. C'est ça que je trouve assez intéressant. Donc tout ça, ça me semble vraiment bien. Après, on a le système de blessures critiques, etc. La Free League qui est assez violent, je pense, parce que vous avez quand même plus d'une chance sur deux de vous prendre des dégâts létaux qui peuvent vous tuer. Alors pas instantanément, mais dans les tables de coups critiques de Free League, je pense que c'est une des plus, des plus violentes. Il y a une table d'attaque de zombies aussi. Ça, c'est assez dangereux parce que quand vous prenez des dégâts par des zombies, en fait, vous allez jeter les dés sur la table des zombies. Certains dégâts, c'est genre des dégâts un peu environnementaux, genre vous, en affrontant le zombie, vous êtes cogné, vous perdez un point de vie, vous prenez une blessure, ou bien vous êtes coupé avec du verre, etc. Donc ça, c'est pas trop grave. Mais rapidement, si c'est vraiment le zombie qui vous inflige des dégâts, il va falloir vous amputer et tout, parce que sinon vous allez vous transformer en zombie, donc ça c'est assez coolos. Donc c'est un jeu qui est quand même bien mortel, et ça me plaît bien en termes de bac à sable, si on joue en bac à sable, parce que ça veut dire qu'on va jouer plusieurs personnages, très certainement. Donc on joue aussi vraiment le groupe. C'est pas parce que des fois il y a des jeux où on vous dit vous jouez une communauté plus votre personnage, mais ils sont assez peu mortels, etc. Donc en fait, je trouve qu'on n'a pas toujours vraiment le sentiment de jouer la communauté. Moi, je trouve que c'est cool à un moment donné, et pas forcément d'ailleurs quand le personnage est mort, hein, mais de dire que le personnage il est blessé pendant 3 mois, genre, et donc il faut jouer un autre PNJ, etc. Et du coup, on a vraiment un casting qui peut être un peu plus exploré. Et puis la mortalité, je trouve que ça a vraiment du sens dans le bac à sable, même si le seul danger qui compte dans un jeu de rôle, mesdames et messieurs, ce n'est pas forcément que votre personnage ne meurt. On l'a compris, ça fait des années qu'on l'a compris. Le fait que votre personnage puisse mourir vraiment et qu'on sache que tout soit potentiellement risque de mort dans un univers comme celui-là, ça crée vraiment quelque chose. Ça crée le fait que la moindre rencontre avec des zombies vous amène à reconsidérer votre approche de la situation. La moindre rencontre dangereuse, potentiellement dangereuse, vous amène à reconsidérer la situation. Même si vous êtes le fighter du groupe, vous pouvez pas foncer dans le tas. Quand il va s'agir de se battre, ok, vous serez sûrement le mieux positionné pour gérer la situation, mais tout le monde va devoir la jouer un peu smart et se concentrer plus sur l'exploration pour trouver des solutions, visiter les bâtiments, réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, fabriquer, machin et tout, avant d'en venir à l'ultime solution qui est la violence. Bon, des fois la violence vous tombe dessus, ça aussi, ça arrive. Mais voilà, ça crée des dynamiques de jeu quand même fort différentes. Donc tout ça, très cool. Ce que j'aime bien aussi, globalement, parce que là, je parle des grands concepts, mais vous voyez, il y a les véhicules, il y a l'équipement et tout, c'est que tout est très simple. Honnêtement, tout très simple. Alors, Free League, en général, c'est simple, hein, mais là, je trouve que vraiment, ils sont arrivés ils arrivent à un niveau où c'est comme j'aime, en fait. Voilà. C'est comme pour Weissen que je suis en train de lire en ce moment. Je trouve que c'est beaucoup plus clair que Forbidden Lands, par exemple. Beaucoup plus efficace. Ce qui encourage aussi, je trouve, le fait de jouer en campagne. Parce qu'en campagne, je trouve qu'il faut commencer... Je préfère les systèmes qui, a priori, sont assez simples, où il n'y a pas plein de sous-mécaniques, qu'on assez vite le jeu soit intuitif. Et que, en avançant dans la campagne, si on se dit « Ah, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de granularité sur la survie, un petit peu plus de granularité sur comment gérer la communauté, un peu plus de granularité sur X, Y, et ben ce soit la table en fait qui se dise on a besoin de ça, on trouve que ça a l'air intéressant et on l'ajoute. Moi j'aime beaucoup cette approche et je pense que le jeu s'y prête assez bien. Pour ce qui est d'ailleurs de notre refuge, c'est hyper simple. En fait il a 2 stats, il a sa capacité, c'est le nombre de personnes qu'il peut abriter, sa défense. Ça nous donne une idée de combien de temps il tiendra s'il est attaqué. Et il a des problèmes, on peut faire des projets, c'est très souple les projets pareil, et on va ajouter la granularité qui nous semble nécessaire. On a des exemples pour essayer de voir quel pourrait être l'effet du projet sur la défense ou la capacité, des exemples pour voir à peu près combien de temps il pourrait prendre, quelle serait la main-d'œuvre nécessaire, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ressources pour créer le projet, etc. Et tout ça, je pense que la table, en fait, peut en discuter. Et avec un peu de bon sens, etc., on peut statuer un peu sur qu'est-ce qui va être nécessaire à un projet, combien de temps il va mettre pour avancer ce projet, et on avance. Donc je trouve que on se complique pas trop la vie pour pouvoir commencer serein, quoi, qu'il n'y ait pas des longues heures d'explication de règles à chaque action pendant les premières séances, et qu'ensuite on vienne ajouter la granularité. C'est pareil pour l'exploration, c'est relativement simple. Peut-être un peu trop simple, l'exploration, moi je vois déjà... Enfin, je pense que la partie, on va dire, aléatoire de l'exploration, moi j'y ajouterais mon grain de sel, etc. Là où le jeu est très fort, pour ce qui est justement de l'exploration et de la préparation en tant que MJ de la campagne, c'est qu'il y a vraiment une bonne procédure de préparation de campagne. Ça, c'est vraiment cool. Il y a une campagne un peu préparée. Pré.
Mais c'est très souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lieux détaillés, etc. C'est plutôt factions, quelques zones, quelques enjeux. Et ensuite, on y va en allant, on voit comment le bac à sable évolue. Donc, j'aime bien l'approche. Moi, évidemment, je remanierai à ma sauce, etc. Mais on a beaucoup de tables aléatoires, beaucoup d'exemples, Je trouve que le jeu est généreux sur l'explication qu'il fait de comment lui, il envisage le bac à sable. On a un setup de campagne dans la zone d'Atlanta, des NPC, un refuge de départ, une carte, au nombre de 3 ou 4, je crois, genre des endroits où se trouvent les plus grosses concentrations de zombies dans la zone, quelques rumeurs, et ensuite, on bidouille. Vous avez aussi un ou deux scénarios en mode survie, je crois, dans le livre de base. Et puis après, vous avez un gros appendice, plein de tables aléatoires pour créer des lieux, tout ça. Alors, il va pas y avoir, vous n'allez pas avoir de méga surprise, hein. Le style zombie n'est pas toujours très surprenant. Au contraire, on joue un peu plus sur nos attentes, en fait. Ça peut être dépaysant, mais c'est pas complètement. Il va pas y avoir des tables aléatoires qui vont vous dire et là il y a une créature fantastique et là il se passe un truc de fou furieux. Non, ça reste du zombie dans un monde qu'on connaît et qu'on redécouvre parce que c'est après l'apocalypse contemporain. Donc il faut aimer quoi. Mais on a quand même voilà des tables de loot aléatoire, ce qui me semble vraiment être important et qui sont assez généreuses. C'est une table de D666, donc ça veut dire qu'il y a 6 x 6 x 6 entrées, donc ça fait 6 x 36 entrées, je vous laisse faire le calcul. On a des secrets pour des NPC qu'on rencontrerait, qui sont largement suffisants, je pense, pour nourrir une campagne complète. Des problèmes de NPC, etc. On a une table de lieux un peu moins fournie, c'est 36 lieux, mais honnêtement, sur une campagne, si chacun de ces lieux vous prend une séance, ça fait 36 sessions, donc c'est pas déconnant. On a des petites tables pour donner un peu de saveur à les pièces quand on visite un truc. On a une petite table de description pour les zombies. On a une table aléatoire de problèmes pour notre refuge. Donc on croule pas sous les tables aléatoires, mais on a ce qu'il faut quoi pour générer des idées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu? Je pense que j'ai fait à peu près le tour mécaniquement, tout ça. Si, un petit truc que je peux dire avant de vous parler de ce que j'ai envie d'en faire, de conclure un peu. Un truc que je trouve vraiment sympa, c'est que on a une option par défaut pour justement les complications. Vous savez, des fois, vous n'avez pas d'idée de complications. Donc les complications, ça peut être t'as plus de munitions, ton arme se pète, tu te tords la cheville, la voiture tombe en panne, ça peut être tous ces trucs-là, mais des fois, voilà, quand il y en a beaucoup, vous avez plus forcément d'idées. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez un truc un peu par défaut, c'est d'augmenter le niveau de menace, là, le threat level dont on parlait des zombies. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez juste dire, bon, tu commences à voir qu'il y a quelques zombies aux alentours. Complication toute simple. Et ça permet d'aussi bien remettre en perspective le fait de toujours pousser les jets de dés pour les PJ, que si je pousse trop souvent mes jets de dés et que je pars du principe que la solution par défaut de mon MJ c'est d'amener des zombies, ça m'amène à réfléchir. Ça m'amène à réfléchir. Donc ça fait que je vais peut-être pas tout le temps push. Ça met vraiment une sorte d'équilibre là-dessus. Là où je trouvais, je sais pas comment dire, vous voyez quand la complication c'est qu'il y a des zombies qui arrivent, ça laisse quand même une sorte d'ouverture dans le jeu, ça ajoute quelque chose à l'environnement. Les PJ peuvent encore être libres de ce qu'ils font. J'aimais moins dans Alien perso, vous voyez, le fait que plus je pousse, plus j'ai de stress et plus j'ai de chances de faire des crises de panique, etc. Je trouvais qu'en termes de roleplay, ça amenait moins de choses en fait. Surtout que c'était un peu plus prescrit par la règle, c'est-à-dire, ouais, tu te mets à trembler, tu fuis, tu tires dans tous les sens. C'est des trucs où d'une certaine manière, je perds un peu le contrôle de mon personnage sur le moment, qui peuvent, à force, je trouve, être un petit peu rébarbatifs. Même dans le cadre d'un one-shot, moi, ça avait fini par me saouler un peu en fait, en tant que joueur, et aussi quand je l'avais mené en tant que MJ. Là, je trouve que le fait que ce soit juste une complication, ça permet plus de souplesse, tout simplement. Donc voilà pour la mécanique et tout. Je pense que le jeu doit être très très cool, mais comme je vous le disais au début, moi je suis pas fan de l'univers Walking Dead, etc. Du zombie, j'en ai fait un petit peu, j'aime bien, mais moi ce que je préfère, ça reste quand même des trucs un peu plus exotiques, la fantasy ou alors le post-apocalypse, mais à la Genesis, vous voyez, où il y a une menace alien, la société s'est reconstruite, il y a plein de factions et tout. Et en fait, en lisant The Walking Dead, je me dis que ça pourrait faire un très bon système pour jouer plein d'autres choses, en fait, en allant m'inspirer. Ce serait le prime abord, encore une fois, j'ai testé qu'en solo, mais de prime abord, c'est le Year Zero Engine que je me vois le plus me retrouver à bricoler. Et que je trouve qui m'a l'air le plus efficace en sandbox, parce qu'il est un peu plus narratif. Notamment, par exemple, les PNJ, etc., ils ont pas des grosses fiches, etc., donc ça fait que les improviser, ça va beaucoup plus vite, mécaniquement parlant, et qu'on va pouvoir
rester sur une règle très basique et juste leur amener une petite subtilité si on a envie de changer tel ou tel PNJ à droite à gauche, je trouve que voilà, il est très très bien. Je vais pouvoir aller évidemment m'inspirer d'autres trucs. C'est-à-dire que moi, l'idée, par exemple, dans Forbidden Lands, qu'à un moment donné, vous trouviez un objet qui vous permet d'ajouter à votre pool de dés un dé plus fort que le D6, genre un D8, un D10, bah, je vois pas pourquoi je pourrais pas l'amener dans le Year Zero Engine. Vous voyez, à un moment donné, si j'ai envie que les PNJ trouvent un artefact très puissant, qu'on aille un peu plus loin que le zombie, qu'on découvre qu'il y a des bases cachées. En fait, si j'ai envie de jouer à du post-apocalyptique qui n'est pas que zombie, je pense que je prendrais quand même The Walking Dead parce qu'il a plusieurs systèmes que je me vois bien bricoler. Ce système d'affrontement avec les zombies, en fait, ça permet une sorte de combat cinématique où on n'est pas en train d'essayer de voir les points de vie de chaque individu, mais plutôt en train de lutter contre un environnement hostile. Ça peut être plein de choses différentes. Je pense que c'est très simple à bricoler. Si j'ai envie d'inventer des talents, vu que le jeu est plutôt simple, je pense que j'arriverai facilement à le bricoler. Je pourrais même ajouter potentiellement des pouvoirs surnaturels facilement en me basant sur le document de ressources de Free League, vous voyez, le SRD du Year Zero Engine. En bricolant à droite à gauche, je pourrais faire un peu ce que je veux de ce jeu, un peu à l'image de Shadow Dark finalement. Shadow Dark, c'est un jeu que je kiffe pour ça. C'est-à-dire que c'est, après plein d'itérations, une version très épurée de Donjons et Dragons. Il y en a d'autres. Je dis pas que c'est la mieux, etc. C'est celle qui me parle le plus en version simplifiée, mais avec ses petites subtilités, ses petits trucs cool. Shadow Dark, c'est ma version préférée du système D20 Donjons et Dragons classique. Bah là, j'ai l'impression d'approcher un truc comme ça dans le Year Zero Engine. Il faut que je teste. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire. Donc je pense que je vais commencer par un petit one-shot vraiment classique, zombie, que je vais même pas créer. Je vais le prendre tel quel de The Walking Dead pour tester comme as. Peut-être partir sur de la petite campagne. Où là, je vous cache pas que le truc de zombie, ça va m'amuser un moment, mais je pense que je finirai par introduire d'autres choses. Peut-être même que je commencerai tout de suite dans un univers différent de celui de base de The Walking Dead, et je me ferai un petit sandbox avec les joueurs, et on va voir tout ça, si c'est sympa. Non, vraiment, le jeu est cool. Je regarde là encore des tables aléatoires. J'ai dit, en fait, ça c'est un peu un problème. Elles sont pas bien réparties dans le bouquin, mais il y en avait d'autres. Je dirais que ça c'est un petit défaut. Moi j'aurais mis toutes les tables aléatoires dans les annexes à la fin, parce que là elles sont un peu éparpillées dans tout le bouquin, mais dans l'exploration vous avez aussi des événements aléatoires. Vous avez aussi la météo, vous avez des ruines, vous avez des PNJ. Donc vraiment, en termes de tables aléatoires, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a tenté. Moi je suis bien chaud. Je pense que je vous reparlerai aussi de Vaesen. C'est les deux jeux que j'ai un peu dans le viseur. Vaesen, moins pour de la campagne, je pense. Mais ouais, là, Free League, j'ai envie de retester. Après quelques déceptions sur des jeux Forbidden Lands et tout, qui au demeurant m'ont vachement inspiré pour leur univers, etc. J'ai rien contre ces jeux. Si vous y jouez d'ailleurs, bah, et que vous kiffez, bah, franchement, grand bien vous fasse. Voilà, la mécanique, sur le papier m'avait semblé bien, j'avais pas trop aimé. Même situation, ça me semble bien. On va voir en jeu. Mais je pense que c'est beaucoup plus dans mon style de jeu. À la lecture, ça devrait le faire. Voilà, fin de cet épisode. Allez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le jeu de rôle. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Des vidéos. Le jeu de rôle c'est très 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 rigolo. Le jeu de rôle c'est très 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 rigolo. Quand tu jettes un dé et que tu fais un coup critique, tu sautes de joie. Ouais, 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 ouais.